L'abbé Pierre s'est déplacé un jour à l'Assemblée nationale pour la loi SRU. Il a été remué un peu ses députés qui voulaient supprimer certains articles. Et la loi a été acceptée. Et j'apprends maintenant qu'on va encore remettre cette loi en cause. Arrêtons-nous, cette loi est bonne, gardons-la et appliquons-la surtout. Et bon courage et merci d'être venus. Ce qu'on souhaiterait, au fond, c'est que cette journée soit dédiée à tous les mal logés. On espère que l'urgence sociale et économique qu'a pointé le président de la République, que nous avons rencontré hier, à qui nous avons présenté le rapport, cette urgence sociale annoncée dans les vœux du président, ouvrira des nouvelles portes pour les plus fragiles. Mais quand même, on parle très peu des pauvres. L'actualisation qu'on vient de faire grâce à l'enquête nationale de l'INSEE montre qu'il y a 3,8 millions de personnes mal logées. 3,8 millions. Et 12 millions de personnes à côté qui sont fragilisées par rapport au logement. On assiste à une dégradation de la situation des classes populaires qui décrochent. On voit aussi que les plus pauvres s'enfoncent, contribuant à accroître le sentiment de déclassement qu'on sent bien dans ce pays et l'inquiétude quant à l'avenir. Dans la banlieue de Lyon, à Villeurbanne, la Villa d'Estia. Une structure lit halte soins santé qui accueille des hommes et des femmes sans domicile et fragilisés par la maladie. Je viens de très très loin. Serveuse, femme de chambre, hôtesse d'accueil, Christine a toujours beaucoup travaillé, souvent en intérim. Le 115, vous avez essayé à plusieurs reprises? Ouais. Et ça donnait quoi? Rien, c'était tout plein. C'était soit ici ou la rue. Donc j'avais pas le choix. Si jamais je retourne à la rue, c'est mort pour moi, je pense. Christine rêve de retravailler, mais ses arrêts maladie s'enchaînent, ses indemnités journalières sont faibles, les portes à l'accès au logement se ferment. Avec Nadjet, l'assistante sociale de la Villa d'Estia, son combat pour trouver un logement se poursuit. Quelque part au sous-sol d'un café parisien, Hamid, un monsieur âgé de 73 ans. Hamid est sans abri, le patron lui a fait une petite place ici pour qu'il entrepose au sec les quelques affaires qui lui appartiennent. Voilà, ça c'est mes bagages, parce que j'ai pas d'autre endroit où les mettre. Vous en sortez avec l'hygiène? Comment vous faites? Comment je fais? Comme je peux. Même me changer, j'arrive même pas à me changer tous les jours. J'ai pas de toit. Dans la journée, je suis obligé d'être à gauche et à droite. Insuffisance respiratoire sévère, problèmes de cœur, diabète. Hamid souffre de nombreux problèmes de santé qui s'aggravent de jour en jour. Le docteur Aparicio dirige ce service dédié aux personnes démunies. Elle connaît Hamid, qu'elle a déjà reçu en consultation. Bonjour. Bonjour, docteur. Et pour vous nourrir, vous faites comment? Ça dépend, tout dépend des jours. Oups. Tout dépend des jours, merci. Ah, vous êtes quand même assez essoufflé. Oui. Mais vous n'avez pas des rendez-vous avec un pneumologue pour le poumon? Non. Et pas pour le diabète? Comme vous avez une plaie là en ce moment, Oui. ça serait bien de demander un lit infirmier. C'est-à-dire, c'est un endroit où vous auriez un toit, un lit, une infirmière, des pansements. Et puis, vous pourriez vous reposer, repenser aux choses par rapport au logement, par rapport à votre santé. Bien sûr. Surveiller la tension, le diabète. Oui, bien sûr. Hein, on va faire C'est ça. provisoire, ça. Ah oui, c'est le temps que vous avez besoin des pansements. Quartier Saint-Martin à Montpellier. Zara est employée municipale. Séparée de son mari, elle vit seule, ici, avec ses 3 enfants. Vos fenêtres, là, vous pouvez pas les fermer. Je peux pas les fermer, en fait. Vous voyez, quand j'ouvre et que j'essaye de refermer, du coup, j'ai du mal parce que ça ferme pas bien. Là, il y a l'air qui rentre. Et quand il y a du vent, du coup, ça fait des courants d'air et les vitres, elles se cassent. Devenue impossible à chauffer, avec des factures d'électricité qu'elle n'arrive plus à payer, Zara s'équipe alors de ce chauffage d'appoint au gaz. J'avais des vomissements, des vertiges. J'étais dans un état assez critique quand même. Et vous êtes toutes les deux parties à l'hôpital? Oui, on est toutes les deux parties à l'hôpital. Elle est partie en pédiatrie et moi, je suis partie du côté des adultes. Ça aurait pu être fatal. Voilà. Heureusement que vous n'aviez pas vos 2 petits-enfants. Heureusement, oui, ils auraient. Elle m'a dit, la dame de la pédiatrie, elle m'a dit, ils n'auraient pas passé la nuit, ils auraient été morts. Ils sont tout le temps en danger. Ils sont au danger face à l'électricité, face au froid.
Ils sont petits, ils sont vulnérables. Le logement, c'est pas un logement, c'est un logement indécent ou voire insalubre. Et c'est un engrenage en fait, donc c'est un petit problème qui commence à devenir grand, de plus en plus grand, et on n'en voit plus la fin. La société est dure avec les faibles, mais on voit qu'ils ne sont pas faibles, ils se débattent, ils travaillent, ils reprennent confiance, mais c'est dur parce que quand on n'a pas de logement sur lequel prendre appui, c'est toujours compliqué de s'en sortir. Il fait donc des malades avec des pathologies extrêmement graves qui sont souvent pas contestées, mais des pathologies cardiaques, des enfants en bas âge, etc., restent à la rue, faute d'hébergement adapté et faute finalement d'un recours au droit effectif qui puisse se faire valoir. La rue, c'est dur. L'âge moyen du décès des personnes à la rue, c'est 49 ans quand même. 49 ans. En bidonville, c'est entre 50 et 60 ans. Les personnes qui ont froid à leur domicile en France, on a estimé, c'est l'enquête INSEE qu'on a pu exploiter, que ça représente 11 millions de personnes qui ont froid chaque année dans leur logement en France. C'est un chiffre en augmentation de 30% entre 2006 et 2013. On espère que ces portraits, ce rapport, vont alerter les pouvoirs publics pour mettre en œuvre les engagements qui ont été pris dans cette loi de transition énergétique pour rénover thermiquement 500 000 logements par an, dont la moitié pour des ménages modestes. Que retenir de cette présentation du rapport 2016 ? Eh bien que, globalement, on se confronte à une politique du logement qui manque d'ambition et d'attention portée à la question sociale. Nous appelons donc le gouvernement à opérer un véritable tournant social pour les 18 mois restants de ce quinquennat. Sachant que l'on peut tout à fait concilier de notre point de vue dynamique économique et dynamique sociale. Nous sommes convaincus, à la Fondation Abbé Pierre, que notre pays a la force, les richesses et le socle des valeurs pour mener à bien un tel projet. Votre rapport met l'accent sur la trop faible coordination entre les acteurs du champ de la santé et les professionnels de l'hébergement et du logement. Le programme Un chez soi d'abord constitue une réponse à ce manque. J'ai donc souhaité que ce programme soit poursuivi en 2016 et que son évaluation soit accélérée. Tout le monde veut lutter contre la ségrégation territoriale. Tout le monde veut plus de mixité sociale. Mais nous, on a quand même attiré l'attention en disant « attention, parce que sous couvert de mixité sociale, on risque de réduire le nombre de logements que l'on peut mettre à disposition des catégories modestes. Or, les logements les moins chers aujourd'hui sont dans ces quartiers populaires. » La plus belle réussite qu'on ait faite à Bordeaux en termes de mixité sociale, c'est l'aménagement des quais. Voilà un endroit où les populations vivent ensemble, se mélangent tout au long de la semaine pour faire du sport, pour se bronzer quand il fait beau, etc., pour faire du commerce, pour faire du skate, etc. Donc moi j'attache au moins autant d'importance à cet accent qu'on doit mettre sur la qualité des espaces publics, sur la qualité des équipements publics, que sur la seule proportion de logements sociaux, 35, 40, 50%, etc. Il ne faudrait pas que derrière la mixité sociale se cache finalement une sorte de dérive de lutte contre les discriminations où l'important, ce n'est pas que ceux qui sont en situation de précarité économique trouvent une amélioration de leurs conditions de vie, mais qu'on se dise que l'important, c'est qu'on montre que si on prend un peu de pauvres, qu'on va les mélanger avec beaucoup de riches, finalement, ça ne se passe pas si mal. Il y a certaines associations que la Fondation finance via les dons de la générosité publique, des cofinancements des villes, parfois des régions. On nous annonce qu'il y a des baisses, ou voire des coupes complètes. Je crois qu'il faut quand même qu'on ait aussi un discours un peu offensif. Mais l'argent public est rare. Et vous ne pouvez pas demander aux collectivités locales de continuer à augmenter leur aide aux associations alors que leurs propres ressources sont drastiquement réduites. Il y a des choix à faire, bien entendu. Peut-être qu'on peut réorienter nos priorités, c'est ce qu'on essaye de faire, mais on est devant cette réalité. On en revient à la baisse des dotations et le pourquoi de la baisse des dotations, qui est finalement un débat aujourd'hui, cette fois-ci bien clivé gauche-droite, et moi j'habite ailleurs, pas sur cette ligne gauche-droite, de se dire qui c'est qui fait le sale boulot. Il y a ceux qui proposent de baisser de 50 milliards, ceux qui proposent de baisser de 120 milliards, et puis qui dit c'est l'État ou c'est les villes. Je crois qu'on a là un enjeu majeur de ce double discours où on a le beurre, c'est une théorie de la crémière inversée, on a le beurre, on a la baisse des dotations qui fait que nous, ville de Grenoble, on met en place un plan de sauvegarde, on a notre projet politique et en parallèle on a un plan de sauvegarde pour assurer les finances de la ville. On a l'argent du beurre parce que la dette elle continue de galoper, donc ça taille de partout mais sans aucun effet, ni sur le déficit de l'État. Et puis on a même la crémière, elle est blonde et elle rôde. Donc on a la photo complète et je crois qu'il faut peut-être se questionner là-dessus.
Anne Hidalgo, ce Grand Paris, est-ce que c'est une couche supplémentaire du millefeuille ou est-ce que ce sera une instance réellement efficace et fédératrice ? C'est à cette échelle que l'on doit pouvoir résoudre la question du logement. On ne peut pas accepter d'avoir un territoire comme celui-ci avec une impasse pour de nombreuses familles, pour des gens qui n'ont pas les moyens de se loger, notamment en location au prix des loyers actuels, mais on peut l'aborder aussi sous l'angle économique pour faire comprendre aux plus réticents que ce n'est pas de l'intérêt de leur territoire et de l'attractivité économique de ce territoire que de continuer à faire l'impasse sur la crise du logement. Il est normal qu'on pense le logement à l'échelle du Grand Paris. Je suis maire d'une ville de 70 000 habitants qui accueille du logement, aucune activité économique. Bien sûr que j'ai besoin que la métropole dise qu'on a besoin, nous aussi, d'activité économique, parce que les gens qui habitent mon territoire, ma commune, sont 82% à devoir galérer dans des transports inexistants en plus tous les jours, et que ça ne favorise pas, pour le compte, le droit à la ville. Pourquoi cette question du logement, dans une ville emblématique comme Paris, n'a pas progressé ? Oh non, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas progressé. Quand on passe de 13% de logement social à 21%, quand même, on ne peut pas dire qu'elle n'a pas progressé. Nous avons, avec les Parisiens, vraiment un projet fondé sur le logement, sur la mixité. Paris est une ville qui n'est pas en difficulté. Ce mot-là, effectivement, je ne l'utilise jamais. Je ne présenterai jamais cette ville de cette façon. En revanche, le travail auquel nous avons été confrontés dès 2001, c'est quand même, là aussi, du rééquilibrage territorial. Mon idée là-dessus, c'est que le logement social doit être un logement normal dont seul le tarif est social. Mais on rencontre plusieurs difficultés. Difficultés sur la capacité de maîtrise du foncier, sur l'hypocrisie de l'État quant à la neutralisation du foncier, je veux le dire, parce que la réalité, c'est que le foncier n'est pas le même, évidemment, dans les différents arrondissements de Paris, n'est pas le même entre chez moi et Neuilly-sur-Seine, et que vous ne pouvez pas produire du logement social dans les mêmes conditions, alors qu'on vous demande de sortir au même loyer. Comment allez-vous en faire? Allez-vous le répartir? Est-ce que ça va être à l'immeuble? Je souhaiterais, moi, qu'on sorte aussi d'une forme d'hypocrisie qui est de dire les 25% de logements sociaux. Pardon de vous dire, ça ne veut pas dire grand-chose. 25% de logements sociaux, combien de PLAI? Combien de plus? Combien de PLS? Combien... Voilà, là, ça m'intéresse. On va parler de ce projet de loi sur la solidarité et l'égalité, mais vous avez suivi les débats, les interventions cet après-midi. Je sais que certains points vous font réagir. Il n'y a jamais un maire qui convoque ses collègues de l'agglomération en disant « Enfin, grâce à vous, on va avoir du logement social sur notre territoire ». Donc, je pense qu'il faut prendre du recul par rapport aussi à un certain nombre de déclarations publiques qu'on a envie, sur des discours qu'on a envie d'entendre, et sur des actes qui ne sont pas présents sur la République. La vraie clé, c'est que nous manquons, en fait, de logements sociaux en nombre suffisant dans notre pays. Et tant que nous n'aurons pas cette offre, on n'arrivera pas à répondre notamment à des familles qui sont aujourd'hui dans des centres d'hébergement d'urgence, faute d'accès à un logement social accessible. Je le dis, il faut toujours interpeller, et vous ne vous privez pas de le faire à la Fondation Abbé Pierre, les représentants du gouvernement sur cette question. Mais surtout quand ils ont pris des engagements. Absolument. Mais je le dis, soyez aussi actifs, mobilisés sur le terrain à l'égard de vos collectivités locales, car l'État ne pourra jamais imposer seul la construction de logements sociaux. Un petit mot de conclusion, peut-être, Christophe? On a un beau projet de loi devant nous, donc un beau débat parlementaire en perspective sur des sujets qui sont majeurs. Dire que mon président a accepté la mission qui nous a été proposée par la ministre ce matin de mobilisation du parc privé, donc on va se lancer et on va pouvoir travailler dans ce sens-là dans les mois à venir, et donc ça va se recouper aussi dans le même calendrier, ça c'est intéressant. On aura sans doute des amendements à proposer du coup dans le projet de loi, je tends un petit peu la perche. Remercier les associations, effectivement, qui ont accepté de témoigner de ce qu'elles font dans les quartiers auprès des habitants. Et puis merci à vous tous, et puis eh bien, ne lâchons rien, et bon retour chez vous.